Je vais vous entretenir donc des dommages d'intérêt préétablis punitifs, mais surtout préétablis en matière de violation de droits d'auteur. Puis je vais faire aussi quelques commentaires de comparaison entre ce régime-là et le droit criminel. Et là, tout de suite, je voudrais remercier mes collègues Marie-Ève Sylvestre, Joan Veloso et Jennifer Quaid pour avoir supporté toutes les questions que j'ai été leur poser. Et bien entendu, si j'ai mal compris leurs explications, toutes les erreurs sont de ma responsabilité. Alors, vous allez voir que je vais essayer d'expliquer les objectifs de ces dommages préétablis et l'origine de ces dommages préétablis dans la loi sur le droit d'auteur et faire au début un parallèle avec peut-être les objectifs du droit criminel. Puis ensuite, je vais vous présenter une série de mises en situation qui, à mon avis, illustrent les problèmes qui sont associés avec ce régime-là. Alors, la première chose, l'origine, eh bien, ça nous vient en fait du droit anglais et du droit américain. Dans la première loi sur le droit d'auteur, Statute of Anne de 1709, en fait, il y avait des dispositions où on chiffrait combien on allait donner aux auteurs et à la couronne, en fait, pour violation de droit d'auteur. C'était one penny per sheet. Et il y avait la moitié qui allait à la couronne et la moitié allait à l'auteur. Et ça a été incorporé, ça, dans les premières lois américaines sur le droit d'auteur, dès le Copyright Act de 1790. Vous avez eu des dispositions qui, donc, chiffraient combien le contrefacteur allait devoir payer. Et tout de suite, les tribunaux qui ont eu à interpréter ces dispositions-là se sont vraiment interrogés. Et vous avez deux décisions américaines très connues de 1899, où en fait, la Cour reprend deux positions différentes. Pour une des dispositions, elle dit « It is not a penal statute », et donc, ce n'est pas de nature de droit criminel, c'est vraiment une indemnisation, une compensation du préjudice subi. Alors que dans l'autre affaire, pour une disposition voisine, ils vont dire non, this is clearly a penal statute. L'objectif, c'est vraiment une pénalisation de la contrefaçon. Et en fait, avec le temps aux États-Unis, on va voir qu'ils ont fait un amalgame des deux objectifs. Et vous avez l'affaire Woolworth en 1952 où la Cour va dire, dans le milieu de statutory rule formulated at a long experience, not merely compels restitution of profit reversion for injury, but also is designed to discourage wrongful conduct. Donc, c'est à la fois compensatoire et critère de punition ou de dissuasion. Aux États-Unis, les dommages préétablis sont évidemment très connus parce qu'ils sont répartis sur une échelle et donc il y a un montant minimum et il y a un montant maximum. Le minimum, c'est 750 $ par violation. Alors donc, à chaque copie que je fais d'une œuvre protégée, il y a un minimum de 750 $ et ça va jusqu'à 30 000 $ par copie faite par acte de violation. Il y a des possibilités de réduction dans la loi à 200 $ pour ce qu'ils appellent les innocent infringers, mais là-dessus, la jurisprudence OCI, qu'est-ce que c'est vraiment mon concept de contrefacteur innocent? Et on peut monter jusqu'à 150 000 $ par violation if infringement was committed willfully. Et ça a mené évidemment à des condamnations très connues, très médiatisées. Alors, vous avez l'affaire Thomas Rassett, où en fait, il y a eu 3 procès. C'est très compliqué. Il y a eu 3 procès, c'est retourné, c'est monté en appel, c'est retourné au juge de première instance. Et c'était une personne, donc, qui avait téléchargé 24 chansons dans une application peer-to-peer, donc un système, une application d'échange de fichiers. Et dans une des condamnations, on la condamnait à 1 920 000 $. C'est une dame qui était une dame autochtone, mère célibataire avec des enfants. Donc, une histoire qui a vraiment fait l'objet d'une grande publicité. Et au final, on l'a condamnée quand même à 222 000 $, donc 9 000 $, 250 par chanson. Copié.
Une autre affaire, peut-être une bande, ça c'est un étudiant qui lui aussi a fait un téléchargement de 30 chansons. Il va être condamné à 675 000 $. À un moment donné, il y a un juge qui dit, écoutez, c'est une condamnation beaucoup trop élevée, on va réduire ça à 67 500 $, et finalement, ça va être rétabli à 675 000 $. Dans les deux affaires, ces gens-là ont fait faillite suite aux condamnations. Alors, j'appelle ça, c'est la punition par la faillite. C'est la mise en faillite des individus. Ce calcul, donc, de 150 000 $ par chanson, par acte de contrefaçon, là, peut mener à des condamnations de 1 million sans qu'on fasse la preuve de préjudice subi. Ce sont vraiment des dommages qui sont établis dans la loi. C'est ce à quoi vous avez droit si vous faites une violation de droit d'auteur en droit américain. Alors là, on va voir, est-ce que c'est la même situation au Canada? Pas tout à fait. Alors nous, c'est arrivé en 1997, ça a été un des points saillants de la réforme de 1997. On allait renforcer les sanctions, les recours, les droits d'action des détenteurs de droits d'auteur. Et on a introduit l'article 38.1 qui dit que c'est au choix, évidemment, du titulaire du droit d'auteur dont le droit a été violé, de prendre le calcul des dommages préétablis ou de devoir faire la preuve de son préjudice ou des profits qui ont été réalisés avec son œuvre, et la demande peut être faite en tout temps. Et le gouvernement avait bien expliqué quel était l'objectif à ce moment-là de cette nouvelle disposition. Il nous expliquait, écoutez, il est souvent difficile, même impossible, d'établir le montant des pertes pour un titulaire de droit d'auteur. Donc, pour l'aider, pour contrer cette difficulté, on va lui garantir un montant minimal une fois la violation établie. Ça va faciliter le fardeau de preuve du demandeur, ça va prévenir des violations subséquentes, ça va réduire les frais judiciaires et encourager les parties à régler. Donc, vous voyez qu'au Canada aussi, dans ce régime-là, on a une volonté de compensation du préjudice et aussi une volonté de prévenir les violations, donc un effet préventif dissuasif. Et ça se reflète, évidemment, dans les critères que les tribunaux doivent appliquer pour décider du montant des dommages, je vais y arriver dans 2 minutes, montant des dommages, donc, qui vont être influencés par la bonne ou mauvaise foi du défendeur, le comportement des parties avant et au cours de l'instance, c'est très souvent les juges vont se fâcher, entre guillemets, vont augmenter les dommages préétablis parce que la partie qui est défendresse, va collaborer au déroulement du procès. La nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard des violations éventuelles. Et il y a aussi un effort d'avoir une proportionnalité. On dit, quand c'est des fins non commerciales, la nécessité d'octroyer des dommages dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés pour le défendeur du fait que la violation a été commise à des fins privées et de son effet. Alors, l'effet sur le défendeur, donc une prise en situation de la situation personnelle du défendeur. À mon avis, ça reproduit les objectifs du droit criminel. Alors là, je vous ai pris la disposition du Code criminel. L'objectif du prononcé des peines, c'est protéger la société, prévenir le crime, dénoncer, dissuader, une volonté de faire une réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts, donc aussi l'objectif de réparation, et susciter la conscience de la responsabilité. Alors, est-ce que dans le droit criminel, on a aussi parfois une prise en considération du préjudice? Oui. On a rajouté dans la jurisprudence, paraît-il, aussi un objectif de punition, châtiment, et on a rajouté dans le code criminel la possibilité d'avoir des ordonnances de dédommagement du droit criminel. Donc, on a dit que dans la détermination de la peine, la notion d'indemnisation fait partie de ça. Et à mon avis, donc, ça fait une duplication du droit criminel, des dommages intérêts punitifs et de ces dommages préétablis qu'on peut demander. Parce qu'en fait, tous les volets de prévention, dissuasion, dénonciation
sont à la fois dans la détermination du dommage préétabli, dans l'octroi de dommages punitifs et peut-être dans le recours à des mesures des procès aux criminels. Et la loi en est consciente puisqu'elle dit bien le choix fait par le demandeur n'a pas pour effet de supprimer, c'est dans la loi sur le droit d'auteur, supprimer le droit à des dommages à intérêt exemplaire ou punitif. Alors, on peut avoir à la fois des dommages préétablis et des dommages punitifs. Alors, les montants, le gouvernement canadien, en fait, a été beaucoup plus conservateur que les Américains là-dessus, il faut le dire. Au fait commercial, c'est un minimum de 500 $, un maximum de 20 000 $ par œuvre, et non pas par violation. Alors déjà, on a une distinction, parce qu'aux États-Unis, c'est pas par œuvre, c'est par acte de violation. Si je fais 3 copies, c'est fois 3. Alors que nous, on a dit, pour les faits commerciaux, ça va être par œuvre, et ça a fait l'objet quand même de protestations. Alors, le gouvernement est intervenu aussi en 2012 pour introduire la notion de violation à des fins non commerciales, où là, ça va être 100 $ jusqu'à 5 000 $ pour toutes les violations. Alors là, vous êtes poursuivi, vous allez voir, il y a une disposition qui nous indique même que les contrefaçons que vous avez faites avant le procès sont prises en considération, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus être poursuivi pour ce qui s'est produit auparavant. Alors, vous voyez que le gouvernement a commencé vraiment, le Parlement, pardon, a commencé vraiment à réduire, et il disait, dans un des commentaires sur la loi de 2012, que cette réduction s'appliquerait aux personnes qui faisaient le téléchargement de musique dans des services de partage de fichiers poste à poste. Alors, on visait ces fameux cas américains en question. Le système est assez précis. Vous avez des possibilités d'avoir des réductions de dommages préétablis si le défendeur ne savait pas ou n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il a violé le droit d'auteur. On va voir que ça, c'est problématique, mais on pourrait réduire de 500 $ à 200 $. S'il y a plus d'une œuvre impliquée dans les violations commerciales, entre autres, on peut aussi réduire le montant, mais pour les sociétés de gestion qui donc, gèrent du droit d'auteur au nom d'une collectivité d'auteurs, elles ont droit une fixation dans la loi à réclamer de 3 à 10 fois le montant des redevances. Il y a des institutions qui sont protégées. Les établissements d'enseignement vont être protégés, mais pas pour tout, en fait. On regarde, là, il y a vraiment des cas particuliers qui sont prévus. Les importateurs, vous apportez une copie et vous aviez une copie qui avait été autorisée par le titulaire du droit d'auteur dans le pays de production. On ne pourra pas demander contre vous des dommages préétablis. Vous avez des dispositions spéciales pour les fournisseurs de services accès Internet, pour aussi les fournisseurs de sites d'hébergement. Regardez la dernière, ici la réclamation contre une personne responsable de violation non commerciale en train de lever des réclamations des dommages préétablis par un autre titulaire. C'est ce que je vous expliquais. Donc, pour les violations non commerciales, il y a une poursuite. Évidemment, en souriant, les gens disaient, est-ce que ça veut dire que j'ai acheté mon billet? Hein? Désormais, je peux violer le droit d'auteur? Ben non, évidemment, ça recommencerait, selon mon interprétation, à chaque fois. Donc, vous avez une condamnation, puis si vous en faites d'autres après, ben là, ça va recommencer. Ça a mené au Canada quand même à des condamnations assez sévères. Alors, vous avez eu des condamnations à des dommages préétablis de plus de 100 000 $. Là, je vous en ai mis donc une série, 6 décisions. Et à chaque fois, on a condamné ces gens-là. Souvent, c'était des récidivistes, c'était des entités commerciales qui, dans la vie du tribunal, faisaient l'objet vraiment faisaient des violations à répétition. La décision qui est très mentionnée dans les milieux de droit d'auteur, c'est 20th Century Fox Film contre Nicolas Hernandez, un individu qui va être condamné à 10 millions de dollars, parce que lui, c'était une personne qui mettait en ligne illégalement les émissions de Family Guy et, là je vais oublier,
Simpson, exactement. Et là, le tribunal ne nous dit même pas combien d'œuvres ont été impliquées, combien d'actes de contrefaçon ont été impliqués. Il donne un 10 millions et il va rajouter un 500 000 de dommages punitifs. Vous avez aussi dans les autres, surtout les affaires Louis Vuitton, Antral, des condamnations aussi en plus à des dommages punitifs, souvent des 50 000 et il y a même une personne seule a été condamnée à un 100 000 dans un cas de diffamation avec l'utilisation de 4 photos. Alors, le montant là, maximal dont on parle, c'est vraiment pour dommages punitifs et dommages préétablis. Ce serait cette affaire de 20th Century Fox contre Hernandez pour ce 10 500 000. Et évidemment, tout le monde connaît, ma collègue en a parlé, l'affaire Sinard, où vous allez avoir des dommages octroyés, des dommages moraux octroyés de 400 000 et des dommages punitifs de 500 000 au lieu du million qui avait été donné en cour supérieure et du 250 000 accordé par la cour d'appel. Dans ces condamnations-là, vous avez vraiment des cas où on a été au maximum du 20 000 par œuvre. Beaucoup des affaires de logiciels, hein, c'est des poursuites de Microsoft, des affaires de Louis Vuitton hein, sur les sacoches, les droits d'auteur que vous avez sur les dessins sur les sacoches, mais en gros des histoires de vol de marques de commerce et de logiciels. Et donc, vous voyez que les tribunaux n'hésitent pas à aller au maximum canadien. La difficulté que j'ai, moi personnellement, avec ces choses-là, c'est qu'il me semble qu'on a fait la confusion justement entre le régime criminel et le régime civil. Parce que dans ces condamnations-là, qui sont quand même des condamnations que j'appellerais des sentences à des amendes, et on n'a pas les mêmes garanties du droit criminel, le fardeau de preuve n'est pas le même, quoique les tribunaux, je pense, vraiment veulent avoir une preuve claire de la violation. Et il n'y a pas de certaines garanties constitutionnelles, le droit au silence, à la non-auto-incrimination. Ce n'est pas les mêmes droits qui sont accordés dans des recours au civil. Et il y a vraiment des instances où les tribunaux réagissent au fait que le défendeur ne voulait pas produire les documents. Il y a beaucoup de ces instances-là où les gens ne se présentent pas. Et donc, le tribunal est susceptible de trouver que la conduite de ces gens-là est répréhensible et mérite de faire augmenter les dommages préétablis. C'est aussi des cas de sous-pénalisation dans l'affaire Microsoft. Le juge va dire, écoutez, Microsoft nous a demandé 500 000 $. À mon avis, ça ne couvre pas les profits qu'il a perdus, mais c'est son choix. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'indemnisation, ça ne correspond pas, même au maximum, ça ne correspond pas à ce que le tribunal estime être probablement le profit perdu ou les pertes subies. Et c'est dans les montants minimaux que la difficulté est la plus grande, parce qu'il y a vraiment des cas où le tribunal dit, écoutez, si j'accorde le montant minimal, c'est pas proportionnel à ce que j'estime être le préjudice subi, ou même la nécessité de créer un effet dissuasif. Alors, on avait, dans cette histoire-là, c'était une personne qui diffusait sur les ondes illégalement 2000 œuvres, et là, le tribunal va dire, écoutez, il y a dans le concept de dommages préétablis une condition implicite de proportionnalité avec les dommages réellement subis, et il va faire ce que j'appellerais une lecture originale du texte de loi, lui permettant de donner un montant de 150 montants par œuvre, qui n'était pas le montant que je vois, moi, dans le texte de loi. Et vous avez un certain nombre de décisions où là, le tribunal va le dire. In my opinion, it is grossly out of proportion to the infringement. Et dans ces cas-là, il y a des cas où les gens vont être condamnés au minimum, quand même. Le tribunal va dire, je n'ai pas le choix. Et il y a des cas où il va y avoir cette lecture que j'appellerais originale du texte de loi. Et même dans cette affaire de 2016, ce qui est intéressant, c'est que le tribunal se permet de dire, écoutez, je lis le texte de loi, je pense que c'est ça que ça veut dire. Moi, j'estime que ça devrait être un montant pour toutes les violations.
Et il dit, je constate que les auteurs ne disent pas ça au sujet de la disposition, néanmoins, je vais garder mon interprétation. Et donc, il va dire, écoutez, à mon avis, une condamnation, j'aurais dû donner 2000 $, une condamnation de 500 $ me semble proportionate and fair here. L'autre difficulté qu'on a dans ces dommages préétablis, c'est d'établir la bonne ou mauvaise foi. Parce qu'en matière de droit d'auteur, les gens souvent ne connaissent pas le droit. Et donc, il va y avoir une difficulté, et ici vous aviez cette décision où le tribunal dit I doubt that the defender was conscious of the issue. Alors, c'est quelqu'un qui commande un site web et le contrat de commande va finalement être terminé par les parties, ne s'entendent pas. Et donc, le monsieur va refaire son site web, mais il utilise 4 photos qui avaient été prises dans la conception du premier site web. Il ne se rend pas compte que c'est une violation de droit d'auteur. Et donc, le juge dit, écoutez, il était vraiment pas au courant. Et là, le 2000 $ serait grossly disproportionate. Un 500 $ me semble suffisant. Et c'est un petit peu la difficulté que j'ai avec cette bonne ou mauvaise foi en matière de droit d'auteur. Il y a ici, dans cette affaire de 2009, un moment où la société de gestion poursuit une partie Astral Media, et les avocats d'Astral Media vont dire, écoutez, monsieur le juge, en fait, il n'y a pas une poursuite, c'est le contraire, c'est Astral Media qui va devant le juge en disant, je veux vous faire une requête en jugement sommaire, parce que je sais que si je me fie à mon interprétation de la loi et que vous me donnez tort, vous pourrez me condamner à 3 à 10 fois le montant des redevances. Et donc, la partie va aller au tribunal en disant, s'il vous plaît, faites-moi l'interprétation tout de suite, parce que sinon, bien que ils disent vraiment, bien qu'on se sente assuré de la justesse de notre interprétation, on ne veut pas courir ce risque-là. Et donc, vous avez cette problématique de l'interprétation de la loi qui devient en fait le fardeau du défendeur, puisque s'il se trompe dans son interprétation de la loi, il est passible de dommages préétablis qui vont prendre en considération le fait qu'il n'a pas obéi à la loi et peut-être va faire en sorte qu'il va être présumé de mauvaise foi. Et en matière de droit d'auteur, c'est en fait le comportement beaucoup des tribunaux. Les tribunaux estiment que vous devriez connaître le droit d'auteur. On ne présume pas, parce qu'une photo est sur Internet, qu'il n'y a pas de droit d'auteur. On ne présume pas qu'il y a eu une autorisation donnée à sa diffusion. Si vous la prenez, que vous la reproduisez, c'est une violation de droit d'auteur. Et dans cette affaire Chong de 2016, c'était quelqu'un qui avait pris des photos sur Instagram, probablement pensant que dans le contrat d'Instagram, les droits d'auteur doivent être cédés à Instagram. C'était un photographe qui avait décidé de consentir gratuitement à faire des photos pour une modèle en disant, écoute, tu pourras mettre ça sur Instagram, je ne mettrai pas ce qu'on appelle le filigrane, qui dit photo protégée, tel artiste, parce que sur Instagram, ça ne paraîtra pas bien, mais s'il te plaît, donne-moi le crédit. Et donc, la photo va être diffusée sur Instagram, puis il y a un propriétaire de magasin qui décide prendre cette photo-là pour faire une carte qui va attacher à ses sacs. Et la cour va dire, je suis désolée, mais you must have known that it was protected by copyright. Et ils vont dire, écoutez, vous ne pouvez pas présumer que le modèle avait fait la photo elle-même. C'était une photo de qualité professionnelle, vous auriez dû savoir qu'il y avait un droit d'auteur, et donc vous êtes présumé connaître le droit, et ils vont donner des dommages punitifs de 5 000 $. Ils vont également, dans l'affaire Tennessee, avoir une difficulté avec les dommages préétablis et la bonne foi. Dans l'affaire Tennessee, c'est en fait une histoire assez particulière. C'est une personne qui prend des enregistrements de musique pour karaoké. Et c'est une personne qui a subi un accident, qui ne peut pas travailler, qui vit donc en achetant des enregistrements et en les modifiant et en les revendant sur son site.
Donc, évidemment, c'est une violation de droit d'auteur. C'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, il va assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat. Il y a quelqu'un qui va l'aider, qui va quand même écrire la procédure pour lui. La Cour dit qu'il y a vraiment des revenus modestes. La Cour va chiffrer ses revenus en disant qu'il fait approximativement 2 000 $ par mois, que les revenus qu'il a tirés des photos qu'il a reproduits, c'est probablement de l'ordre de 3 000 $ par année. Et la condamnation qu'il devrait faire, c'est une condamnation de, si j'ai bien calculé, 60 000 $. Là, le juge dit, je ne vous condamne pas à ce montant-là, je veux vous condamner à 12 000 $. Et le juge dit, écoutez, je vais faire des précisions à votre intention parce que, dit-il, je sais que vous n'avez pas compris le droit d'auteur. Le défendeur a démontré sa méconnaissance des concepts juridiques. Et là, il dit, je vais vous l'expliquer. Si désormais vous continuez à faire ce que vous faites, vous serez susceptible d'être condamné pour outrage au tribunal. Et il va chiffrer même, il y aura possibilité de dommages préétablis contre vous de l'ordre de 500 à 20 000 $. Alors, voici un cas où le tribunal va même jusqu'à dire, écoutez, je vais vous instruire du droit d'auteur, et parce que cette connaissance du droit d'auteur qui est présumée, ici, est vraiment inexistante. Et mon expérience, c'est que c'est probablement vrai de la population en général, et même du milieu juridique, que de fois, je reçois des questions de gens qui me disent, j'ai trouvé ça sur Internet, est-ce que je peux mettre ça dans mon livre? Non, non, non. Donc, il n'y a pas cette connaissance du droit d'auteur et ça crée une difficulté donc avec ces dommages préétablis minimaux où vous voyez que les tribunaux finissent par faire des interprétations acrobatiques du texte pour ne pas accorder les montants. Ça amène, à mon avis, ce que les auteurs vont appeler un backlash. Alors, donc, un contre-coup du droit d'auteur. Et surtout aux États-Unis, alors je vous ai parlé des condamnations américaines, l'association American Recording Industry Association avait décidé dans les années 2003 de faire une campagne de poursuite des individus qui faisaient du téléchargement peer-to-peer. Et donc, ils avaient fait une série de poursuites, 3500, dans le but d'en faire un objet dans les médias. On va expliquer au public, on va les poursuivre. Et ils vont le faire pendant 5 ans. Et on dit qu'en 2008, ils vont décider de ne plus poursuivre leur campagne à cause de l'impact au niveau de leur clientèle. C'est-à-dire que les gens commençaient à ne plus accepter ça. Et on peut se demander à ce moment-là, est-ce que les sanctions ont cet effet dissuasif qu'on prend pour acquis, que ce soit dans la loi canadienne, que ce soit dans le Code civil, on prend pour acquis que d'imposer les sanctions va avoir un effet de prévention et de dissuasion. Eh bien, dans les deux articles que je vous mentionne ici, puis j'ai pris les deux derniers que j'ai trouvés dans Westlaw, il y en a une profusion. La vérité, c'est que malgré la poursuite en 2008, il a continué à avoir une foule de violations de droits d'auteur aux États-Unis. Alors, on estime, par exemple, que dans les violations, attendez, je trouve ma feuille, que on a, alors, je vais garder ma feuille sommairement, alors je vais partir du texte. On estime que l'industrie de la musique a perdu de 14,6 millions est passé de 14,6 millions à 7,7 millions dans les années où Napster est apparu, en 1999. Dans une étude en 2005, on estimait que 27% des utilisateurs Internet faisaient du téléchargement illégal. Qu'en ce qui concerne la musique, les programmes de télévision et les films, ça montait à 46% de ce qui circulait sur Internet était de provenance illégale, ou en tout cas que les gens l'obtenaient de façon illégale, et ça montait jusqu'à un chiffre de 70%
pour les gens qui étaient âgés entre 18 et 29 ans. Et donc, les Américains ont commencé à faire des études pour savoir, bon, ben écoutez, est-ce qu'on a vraiment des effets dissuasifs? Ils vont faire une distinction, évidemment, entre l'effet dissuasif qui peut être attaché à la certitude d'une condamnation, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont m'attraper? Et le montant, la sanction très sévère, la sévérité de la sanction. Alors, qu'est-ce qui compte, entre guillemets? Et les études sont en droit d'auteur, quoique en criminologie, et là, à nouveau, je remercie mes collègues d'avoir montré étude après étude. En criminologie, en fait, l'effet dissuasif, si j'ai bien compris, est loin d'être établi. Certainement, en droit d'auteur, ça n'a pas toujours l'effet escompté. Là, les études vont dire que, en fait, les sanctions les plus sévères, quand vous allez vraiment vers les condamnations à des millions, il y a cet effet backlash. C'est-à-dire que chez les récidivistes, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont dire, c'est très bien, pour l'instant, je ne vais pas violer le droit d'auteur et je n'attends que la façon de le faire anonymement. Et donc, un accroissement de la volonté de violer le droit d'auteur. Donc, une polarisation, et c'est paradoxal parce que ce qu'on punit surtout, ce sont les récidivistes. Alors, ces récidivistes, en fait, deviennent très motivés à violer le droit d'auteur. Et on disait dans l'article en 2011 que 83% des jeunes estimaient que ce n'était pas moralement répréhensible que de faire de l'échange de fichiers. Alors, moralement, ils n'ont pas accepté, entre guillemets, la leçon, ce qui fait que les auteurs sont assez, pas tous, mais certains auteurs sont assez sceptiques. Ils vont écrire, alors c'est dans ce copyright backlash que vous avez ici, là, sanctions have a deterrent effect, however, they can backfire and increase anti-copyright sentiment among file sharers. The results show a backlash effect for all users, but frequent users especially will download more if previously faced with punitive enforcement measures. The observed backlash effect among frequent users casts doubt about the enforcement tactic employed by the entertainment industry. Et en fait, même quand le législateur s'en est mêlé, l'auteur dit legislative development have created a public perception that copyright law is driven by lobbying, political interest group pressure on behalf of entertainment industry. Donc, une délégitimité, en fait, des revendications des auteurs. Et malheureusement, notre législateur canadien, parce que est-ce qu'on a cette délégitimité au Canada? Je l'ai écrit, alors je peux le dire maintenant publiquement. Notre législateur canadien a mis dans la loi sur le droit d'auteur des dispositions qui, à mon sens, sont problématiques parce qu'ils sont déconnectés de la réalité du quotidien des utilisateurs d'œuvres. Alors, des exemples, dans la loi sur le droit d'auteur, si je mets une œuvre protégée dans une leçon, eh bien, je suis censée demander à mes étudiants de détruire la copie dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle les étudiants ont eu leur évaluation finale. Une autre disposition, si j'achète une copie d'un film, j'ai le droit de m'en faire une copie pour un autre médium, alors mettons une autre plateforme, mon ordinateur, mais si je donne la copie à quelqu'un, je dois, entre guillemets, religieusement détruire toutes les autres copies que j'ai faites en vertu de l'exception législative. Si j'écoute un film en différé, je ne dois garder la copie que pour un temps raisonnable, vraisemblablement nécessaire pour l'écouter à un moment plus opportun. Alors, je pense que ces gens-là sont moins occupés que moi, parce que j'ai de la difficulté à savoir quand je vais écouter ces fameux programmes de télévision que j'enregistre. Et finalement, si les bibliothèques envoient à quelqu'un une copie numérique, ben, elle doit leur dire, et j'avais l'autre jour une avocate qui me disait, c'est tout à fait vrai, doit dire à l'usager de détruire sa copie. On a le droit de l'utiliser que pour 5 jours, et au bout de 5 jours, vous devriez vous débarrasser de la copie. Et ça va m'amener à la dernière affaire que je vais vous présenter, pour vous montrer un petit peu à quel point, donc, ces politiques sévères de droit d'auteur
soulève des passions. Alors là, j'ai pris ça du site du centre CIPIC, qui est ici à l'Université d'Ottawa, concernant une cause qui a eu lieu à Ottawa. Et regardez dans le milieu ce que David Fewer nous dit. Ça a été commenté par plusieurs des collègues de Common Law. Et even American media have taken note with this individual calling the case extraordinary proof of the inherent ridiculousness of anti-circumvented laws, a perfect demonstration of where the madness leads. Alors, qu'est-ce qui s'était produit? C'est quelqu'un qui est un administrateur d'une association de vin, de producteurs de vin. Et il entend parler, parce qu'il y a des espèces de teasers qui sont publiés, il entend parler que sur un quotidien numérique à abonnement, on a fait un article au sujet de son association. Et donc, il en entend parler et il veut savoir qu'est-ce qu'on a dit au sujet de son association. Il n'est pas abonné. Et il va appeler quelqu'un qui est abonné en disant « Veux-tu m'envoyer copie de l'article? » Évidemment, les lois anti-contournement de mesures de protection technique au Canada, en tout cas, la compréhension que les gens en ont eu beaucoup, c'était vraiment quand j'allais chercher un logiciel pour détruire la mesure de protection technique. Donc, une opération qui impliquait un logiciel. Les gens n'avaient pas compris que ça pourrait s'appliquer à quelqu'un qui appelle en disant « Envoie-moi une copie d'un journal avec abonnement. » Et donc, il va le faire et il va appeler le journal en question en disant « Écoutez, vous avez écrit ça et tout ça. » Et là, la personne qui lui répond dit « Mais vous avez eu une copie, vous n'êtes pas sur la liste de nos abonnés. » Et il va dire, et il y a une personne qui est mise en copie conforme, il va dire « Non, non, mais je l'ai demandé. » Et là, il lui répond « Écoutez, il faudrait payer un abonnement. » Parce que là, vous avez eu accès à une chose qui était protégée. Et les coûts pour les abonnements, c'est ça, 57 $ par abonnement. Vous l'avez montré à une autre personne, alors c'est le double. Donc, il fait cette demande. Et le monsieur dit non, 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 non. Moi, j'invoque mon utilisation équitable. Je pense que ça ne s'applique pas. Alors, on a droit, pour utilisation équitable, évidemment, de faire la critique d'un article. Ce n'est pas une violation de droit d'auteur. Il n'est pas clair que ça s'applique aux mesures de contournement des protections techniques. Enfin, il prétend ça, là, voici son argumentation. Et le juge va dire, je suis désolé, le demandeur a changé d'idée, il y a une action qui est produite, le demandeur a changé d'idée, maintenant il vous demande l'abonnement institutionnel. Et ça, c'est 11 470 $. Et la personne dit, non, 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 moi j'invoque mon droit d'auteur, mon droit comme usager de faire une utilisation équitable de l'œuvre. Et là, le juge va dire, écoutez, given the following factors, the defendant's attitude trivializing the value of the plaintiff's work. Donc, une dévalorisation du droit d'auteur ici, là. And its effort at protecting its copyright material. The manner in which the copyright was illegally obtained. Vous n'avez pas le droit d'appeler quelqu'un pour aller demander de vous envoyer une copie. Asserting that the purpose in obtaining the material was for educational and research purpose, which was eventually not engaged. Alors, il dit, écoutez, vous dites que c'était pour faire une recherche, une étude privée, qui peut-être faire un commentaire ou une critique, puis finalement, vous avez trouvé l'article correct. Alors là, ça n'a pas mené lieu à une étude. Ça n'a pas mené lieu à une... Et là, les commentateurs, que je vous énumère ici, la Teresa Scalza et les autres collègues, vont dire, écoutez, dans l'utilisation équitable, ce critère-là n'a jamais existé. Le refusal to reveal the source of the material when he was ordered to do so. Alors, il a refusé de dire qui avait envoyé la copie, voulant le protéger. Et là, le tribunal va faire une ordonnance, tu me donnes le nom de cette personne-là. And involving, therefore, a third party exposing it to an action of infringement. Alors, l'autre personne qui a envoyé l'article, le juge dit, celle-là aussi était coupable de violation de droit d'auteur. In this case, appropriate amount for punitive damages in the sum of $2,000.
Alors, il se réveille donc avec l'équivalent d'à peu près 13 000 $ à payer pour avoir donc obtenu ces 2 copies, même pas une copie de l'article qui a été, entre guillemets, diffusée 2 fois. Le juge aussi dit, hein, en plus de ça, vous en avez parlé au conseil d'administration, alors il y a peut-être eu d'autres copies distribuées. Mais je pense que donc, ça illustre la problématique du droit d'auteur qui, donc, a ces mesures de punition pour lancer le signal, violer le droit d'auteur, ce n'est pas bien. Je pense qu'on est dans un phénomène de violation flagrante et innombrable de droit d'auteur. Alors, la volonté, donc, de procéder par ces mesures de punition dans le calcul des dommages préétablis ou par l'octroi des dommages punitifs, je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Je pense qu'il y a même une possibilité de backlash, de contre-coup, qui est dangereux parce que quand on envoie un message au public, hein, en interprétation des lois, que j'enseigne aussi, j'explique à mes étudiants que si vous écrivez un texte, votre lecteur est libre de le lire différemment. Hein, il y a toujours une interprétation par le lecteur. Et le lecteur, donc, quand vous lancez le signal, il est susceptible de lire autre chose que ce que vous vouliez lire. Et là, je vais revenir à l'exemple qui a été donné par ma collègue sur les dommages qui ont été donnés dans l'affaire de Montigny, où, en fait, on a octroyé 10 000 $ pour l'assassinat de 3 personnes. Et je vais comparer ça à la condamnation de 500 000 $ qu'on a accordé à un auteur dont le droit d'auteur avait été violé. Là, je vais vous demander, est-ce qu'on peut tirer des conclusions de la valeur symbolique de ces condamnations? Est-ce que la valeur qui est accordée à la peine subie par un auteur pour l'usurpation de ses personnages vaut 166 fois la valeur qu'on doit donner à la souffrance d'une famille dont 1, 2 ou 3 personnes ont été assassinées. Et donc, c'est très difficile, à mon avis, quand on veut faire un exercice de dénonciation, d'avoir ce que j'appellerais l'heure juste. Merci beaucoup.